nous allons explorer ensemble la conception freudienne de l'appareil psychique à travers les étapes théoriques majeures développées par Sigmund Freud. De ses premières hypothèses à la formalisation de la première et de la seconde topique, découvrons comment Freud a posé les fondations de la psychanalyse moderne. Bonjour à toutes et à tous. Dans un premier temps, en 1895, Freud conçut le projet d'une psychologie scientifique, ou la psychologie à l'usage du neurologue. Son intérêt pour une théorie de l'inconscient était déjà en germe, mais il ne savait pas comment le formuler, avec quels outils le faire. Il voulait aussi être reconnu par le monde scientifique. Dans l'interprétation des rêves, publié en 1900, le chapitre 7, Psychologie des processus du rêve, est considéré comme la première ébauche théorique de l'appareil psychique. Cette publication peut être considérée comme le premier essai de Freud pour donner au public la possibilité d'évaluer sa méthode, la psychanalyse, et sa théorie psychique de l'inconscient. Au fur et à mesure du déroulement de sa relation à Fliess, qu'on considère comme la première analyse, l'analyse originelle, dans laquelle il a pu aller le plus loin possible dans la découverte de son propre inconscient, Freud mesurait la réalité de l'universalité de l'inconscient. Cela n'aurait pas pu être possible s'il n'y avait pas en même temps le développement de ses observations cliniques dans le cadre de sa clientèle privée. En effet, Freud était quotidiennement en présence de ce qui sera appelé plus tard par Lacan les formations de l'inconscient. Les formations de l'inconscient au sens où il n'y a pas d'accès direct à l'inconscient, parce que l'être humain le combat et cherche en permanence à l'oublier, mais à ce qu'il produit comme formation. Autant ses propres rêves que ceux de ses patients, les lapsus, les actes manqués, et les symptômes vont le mettre sur la voie d'un inconscient universel et non plus seulement maladif, comme le pensait Pierre Janet. Pour Pierre Janet, les états seconds que l'on constatait chez les hystériques répondaient à une conception de l'hystérie basée sur une notion d'insuffisance, et que s'il existait un lieu psychique clivé de la conscience, ce lieu était anormal et ne se retrouvait que chez les malades. Freud va établir ainsi un pont entre le normal et le pathologique, ce qui ne lui sera jamais pardonné. Considérer l'inconscient comme propre aux maladies mentales convient à la pensée politiquement correcte, mais pas le fait que l'inconscient est universel, ni que la différence entre l'homme malade et l'homme sain soit quantitative et non pas qualitative. Aujourd'hui encore, on continue à crier au scandale et à l'imposture, parce que la psychanalyse a découvert le caractère universel de l'inconscient, autant chez l'homme sain que chez l'homme névrosé, et parce que le contenu de ce qui est oublié activement dans cet inconscient est lié au sexe et à la mort. Aussi que l'inconscient est un lieu psychique clivé de la conscience, mais qui détermine 90% de nos actes et de nos pensées. On continue de crier au scandale parce que le moi n'est pas le maître en sa demeure. Avec l'inconscient, Freud venait d'administrer la troisième gifle narcissique à l'homme, après Copernic et Darwin. Copernic ayant démontré que la Terre tournait autour du Soleil, et pas l'inverse. Darwin que nous descendons du singe, et que l'espèce humaine n'est pas à l'origine. Ces trois gifles narcissiques indiquent bien que chaque découverte scientifique qui montre que l'homme n'est pas au centre sera combattue férocement. Allant plus loin encore, Freud allait montrer, d'une part, que ce lieu psychique clivé de la conscience était dû à un oubli actif de la part de l'homme, oubli qu'il allait appeler refoulement, et d'autre part, que les pensées inconscientes consignées dans ce lieu étaient des pensées sexuelles ou liées à la mort, et surtout des souvenirs liés à l'enfance.
deuxième pas fait par Freud fut de constater que la remémoration de ses souvenirs oubliés provoquait une décharge émotionnelle. L'abréaction. Pendant un certain temps, le but thérapeutique fut la recherche de cette abréaction, par laquelle le patient se libérait d'un souvenir traumatique, d'un événement devant lequel il n'avait justement pas pu réagir. C'était la méthode cathartique. Méthode utilisée, comme nous l'avons déjà vu, par Breuer et Freud pendant une quinzaine d'années. Cette purgation ou purification, qu'était la catharsis, devait progressivement laisser la place à un travail d'élaboration accompli dans la cure par le patient. Travail par lequel les éléments refoulés reprenaient leur place dans la vie psychique consciente. Cette restitution et réintégration du passé dans le champ de la conscience faisait du patient un sujet actif de son histoire, un sujet réécrivant son histoire, et non plus un sujet passif qui a subi cette même histoire. Le pas théorique suivant réalisé par Freud fut de supposer l'existence d'un mécanisme de défense pour oublier ce qui est pénible, effrayant, douloureux ou honteux à l'égard de la personnalité. Ce mécanisme de défense est nommé refoulement. Comme le rappellent Jean Laplanche et Jean-Bertrand Pontalis dans leur vocabulaire de la psychanalyse, le refoulement se produit quand la satisfaction d'une pulsion génératrice de plaisir pourrait provoquer un déplaisir dû à des exigences de type moral. Ces exigences morales sont le fait de notre conscience morale, ou, en termes spécifiquement psychanalytiques, du surmoi et de l'idéal du moi, que nous verrons ultérieurement. Le refoulement a une fonction civilisatrice, nécessaire au sujet pour occuper sa place dans le social. Le refoulement est donc constitutif de l'inconscient. Avec le concept de refoulement, la théorie psychanalytique venait de voir le jour. Comme le dit Freud, la théorie du refoulement est la pierre d'angle sur laquelle repose tout l'édifice de la psychanalyse. Il pose également l'hypothèse d'un refoulement originaire, très précoce dans la vie de l'enfant, qui aura un effet d'attraction sur les éléments à refouler ultérieurement. Le refoulement permet à l'homme d'oublier. Pour Lacan, être ce n'est rien d'autre qu'oublier. La fonction du refoulement est universelle, et le refoulement ne concerne pas seulement l'hystérie ou les névroses. Le refoulement pose déjà à Freud la question du lieu où sont rejetés les éléments refoulés, soit une topique de topos, lieu, le conflit entre les différents lieux, soit une dynamique, et l'énergie nécessaire à l'opération du refoulement, soit une économie. On appelle première topique la première théorie de l'appareil psychique, qui comprend ces trois registres. En 1920, Freud formulera une autre hypothèse des lieux de l'appareil psychique. On parle communément de deux topiques freudiennes. La première avec la distinction de l'inconscient, du préconscient et du conscient. La seconde distingue le ça, le moi et le surmoi. Une fois posé l'inconscient comme un lieu où est rejeté ce qui est pénible, effrayant, douloureux ou honteux, comment distinguer les pensées inconscientes inaccessibles à la conscience, des souvenirs et des connaissances que le sujet peut actualiser par un effort de mémoire? Comment distinguer un lieu où les pensées sont inconscientes, parce que activement oubliées par le sujet qui les refoule et qui résiste à leur remémoration, d'un lieu où les pensées, si elles sont inconscientes au sens descriptif du terme, n'en sont pas moins à la portée du sujet qui peut se les rappeler et les ramener facilement à sa conscience. Freud est ainsi amené à supposer l'existence d'un autre lieu entre l'inconscient et le conscient, le préconscient. Généralement, on considère que ce qui est préconscient est présent de façon implicite dans l'activité mentale, sans être toutefois l'objet d'une prise de conscience. De ce point de vue, Freud assimile le préconscient à notre moi officiel. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui l'amène à parler de système préconscient-conscient, par opposition
au système inconscient. Le conscient sera donc le troisième lieu de l'appareil psychique freudien. Très tôt dans ses recherches, Freud commence par distinguer la conscience par opposition aux traces mnésiques, à la mémoire. Un même système ne peut à la fois percevoir et emmagasiner les informations. La conscience se trouve donc à la périphérie de l'appareil psychique freudien, entre le monde extérieur et les deux systèmes mnésiques que sont le préconscient et l'inconscient. Inconscient, préconscient et conscient sont donc les trois lieux qui composent l'appareil psychique, tel que Freud le conçoit dans sa première topique. Il reste à situer la place de la censure dans cet appareil psychique. Concept articulé étroitement à celui de refoulement dont elle est à l'origine, la censure a pour fonction d'interdire l'accès à la conscience des désirs inconscients refoulés. Freud constate son affaiblissement pendant le sommeil, où elle continue néanmoins de fonctionner, ce qui explique les différentes déformations que subit le rêve. Elle fonctionne pleinement à l'état de veille, où elle joue le rôle d'un gardien vigilant qui empêche les pensées inconscientes inadmissibles, inconciliables, de passer d'une antichambre où elles sont confinées, l'inconscient, au salon de réception d'où elles doivent rester écartées, la conscience. Les termes métaphoriques d'antichambre et de salon désignent bien le parallèle entre le fait inconscient et le fait social, lui-même agent du refoulement. Dans la première topique, la censure se situe entre l'inconscient et le préconscient et préfigure ce que sera le surmoi, conscience morale dans la seconde topique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, partagez-la autour de vous. Dites-moi en commentaire, quelle contribution la conception de l'appareil psychique peut-elle apporter aujourd'hui au débat? Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer et m'encourager à continuer. À très bientôt pour un nouveau podcast.